Je me suis mis dehors parce que chez moi on capte pas si on est confiné, mais aussi pour Internet. Alors. Ouais, je me doute bien, je me doute bien. Bon, Lionel, qu'est-ce que tu fais, toi, pendant ce confinement? Voilà, t'es à la maison comme tout le monde, qu'est-ce que tu fais? Je suis à la maison comme tout le monde. Bon, par contre, j'ai pas la maison comme Monsieur Tout le monde. J'ai la chance de vivre avec mes chevaux. Et on a 28 hectares, d'où mon retard, parce qu'on était en train de refaire les prés, tout ça, et voilà. Donc Enfin, ça... ça, c'est mon quotidien. Hein. Oui, tu t'ennuies pas, toi, ça va? Non, j'ai pas le temps de m'ennuyer, non. Bon, on te le souhaite. Bon, on va revenir un peu sur ta carrière, forcément. Champion du monde 98, hein, inutile de le rappeler. Tiens, par rapport à cette Coupe du Monde, quel souvenir, toi, tu en gardes global? Forcément, c'est exceptionnel d'être champion du monde. Quel souvenir personnel, toi, tu en gardes? Écoute, moi, c'est surtout, bon, bien sûr, une consécration. Même s'il y en a qui pensent que j'ai pas joué, je sais ce que j'ai fait et j'ai pas besoin de me justifier à leurs yeux. C'est vraiment une consécration parce que déjà c'est quelque chose dont je m'attendais pas. C'était pas un objectif pour moi, une Coupe du Monde. C'était déjà d'être en équipe de France, oui, pour mes parents, pour ma famille. Parce que d'où je viens, moi j'ai joué dans un petit club de cité. J'ai commencé dans un petit club de cité et puis après je suis allé à Poitiers, j'ai fait 1 an. Ensuite j'ai fait le centre de formation d'Auxerre. Donc quand tu passes par là, pour en arriver, c'est énormément de travail et beaucoup de sacrifices de la part de mes parents, de ma famille. Et donc, voilà, c'était surtout ça. C'est une consécration et puis un peu, ça m'a donné une philosophie de vie, c'est-à-dire que, je m'excuse, j'ai la gueule de travers. Hein. Pas de souci. J'étais dans les bois, j'étais en train de couper, j'en ai pris plein la gueule. Ah, c'est ça, la région centre, la Bourgogne, pardon. La Bourgogne, ouais. Et donc, une philosophie de vie, je disais, parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, le football, ça servait à ça servait à donner du bonheur aux gens. Et je remercie Dieu tout le temps parce que, enfin, n'importe lequel qu'il soit, je suis un peu. Je pense qu'il y a un Dieu, je ne sais pas de quelle nationalité il est, de quelle couleur il est, je m'en fous un peu. Mais en tout cas, je le remercie tout le temps pour m'avoir donné cette chance de pouvoir donner autant de bonheur à autant de monde en si peu de temps. Et donc, j'ai trouvé pourquoi j'étais. En fin de compte, j'ai compris pourquoi j'étais né. Et donc, donner du bonheur autour de moi, c'est ce qui m'importe le plus maintenant parce que c'est là que je me suis rendu compte qu'on pouvait avoir. On pouvait en retirer, en donnant du bonheur, tu en retires, mais une satisfaction incroyable, quoi. Et voilà, donc c'est un petit peu ce que j'ai pour globaliser un petit peu l'ensemble de ma carrière, c'est ce que j'ai retenu. Qu'est-ce qu'on ressent quand tu es assis sur le banc lors du France-Brésil? Qu'est-ce qu'on ressent en finale, hein? Qu'est-ce qu'on ressent à 5 minutes de la fin du match quand on est assis sur le banc? Alors avec qui tu discutais? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qu'on se dit à 5 minutes de la fin d'une finale avant d'être champion du monde? Pour te dire une petite anecdote, et on était plein comme moi sur le banc, je me souvenais même pas qu'on avait terminé cette finale à 10. Oui. Et on s'en est même pas rendu compte. On était tellement dans une positive attitude, je dirais, pour reprendre la chanson de certaines, que on était. Je crois que même si on avait été à 8, on n'avait même pas peur. On positivait, on était avec chacun sur chaque action, on était avec chaque joueur pour lui donner le maximum de notre positive attitude, de maximum d'un flux positif. Et puis, cette certitude que, voilà, à 5 minutes de la fin, on allait vers un sacre, vers écrire quelque chose, sûrement la plus belle histoire en tout cas à ce moment-là, la plus belle histoire du football français. Et puis la consécration aussi, on avait tous à l'esprit qu'on en était là, mais parce qu'il y avait eu des gens avant nous et notamment, un monsieur qui nous a quittés, qui était un homme extraordinaire. Michel Hidalgo. Qui nous a quittés, mais qui avait déjà commencé à œuvrer avec son équipe, à nous donner le goût du bonheur, le goût de la victoire. Ça a commencé par un championnat d'Europe et puis ça devait se finir, ça devait se continuer par une Coupe du Monde. Et donc voilà, c'était tout ça, tout ce qu'on avait à ce moment-là. C'était putain, on l'a fait, putain, c'était dur, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais c'est
très fatigant, même pour les remplaçants, surtout pour les remplaçants, parce qu'il faut savoir que d'être remplaçant, c'est beaucoup plus difficile que d'être titulaire, et que quand tu es remplaçant en équipe de France, c'est parce que tu es un titulaire tous les jours dans ton club, tu es un leader, et là, tu passes dans un autre rôle, tu dois œuvrer pour d'autres choses, et il faut que tu te situes sur une autre échelle, et il faut beaucoup d'humilité, beaucoup d'abnégation, et là, c'était la consécration de tout ça, de tous ces efforts, et puis de vie commune, Oui. parce que vivre, tu sais, ceux qui disent « Ouais, t'as été remplaçant, t'as pas joué, t'as pas ci, t'as pas ça », ne serait-ce que ceux qui disent ça, j'aimerais les voir, allez, 10 jours, en confinement complet, parce que là, tu es en confinement hein, quand tu fais une Coupe du Monde, 10 jours sans se prendre la tête et en étant tout le temps positif et faire avancer le groupe tout le temps, étape par étape, c'est très compliqué. Ouais. Et là, c'était l'apothéose. Il y a un joueur qui a été bon, il y a eu Zidane, on accepte Zidane, hein, qui a mis son doublé en finale de Coupe du Monde. Fabien Barthez, tu étais en relation avec lui durant toute la Coupe du Monde. Le numéro 1, il a été exceptionnel durant cette finale. Et à un moment, au coup de sifflet final, il y a une image de toi qui s'approche de lui. Barthez, les mains dans sa figure, toi qui lui parles. Qu'est-ce que tu lui dis? Tu es le premier à lui adresser la parole après ce match-là. Qu'est-ce que tu lui dis à ce moment-là? Oui, parce que j'étais très proche de Fabien, comme de Laurent Blanc aussi, ou Lisa Razou. Et Fabien, bon là, j'étais tout le temps l'avant-dernier à sortir. Le dernier, c'était Aimé Jacquet, l'avant-dernier, c'était moi, et l'antépénultième, c'était Fabien. Parce que je restais jusqu'au dernier moment avec lui. Des fois qu'il ait quelque chose, il ait besoin de quelque chose, ou qu'il ait besoin de se confier, ne serait-ce qu'un regard, quelque chose, parce que avant la finale, je me souviens que Fabien disait oh là là, il y a le feu ce soir, coach. Le coach était un peu tendu, bien évidemment. Fabien rigolait un peu, et donc il lui dit putain, il y a le feu, mais t'inquiète pas, coach, il lui tape sur l'épaule, comme ça il passe la porte du vestiaire, et il lui dit mais je vais t'éteindre de feu, t'inquiète pas, je vais t'éteindre de feu, coach. Et donc je m'approche de lui à la fin, je lui fais putain, on l'a éteint ce putain de feu, et ça y est, c'est fait, on l'a fait, mon grand, bravo, et voilà, c'est tout. Très détente d'ailleurs Barthez lors de cette finale. Il rigolait même pendant la Marseillaise avec Lisa, je crois, non? Lisa Razou. Oui, alors après ça peut être un rire aussi un peu nerveux. Oui. Mais Fabien avait quand même un espèce de détachement par rapport à l'enjeu, et tous les joueurs. Mais je pense que lui véhiculait quelque chose. Mais tous les joueurs, c'est vrai qu'il y avait un détachement par rapport à l'enjeu. C'est là que j'ai vu que ces joueurs étaient des très grands joueurs, des grands joueurs, ceux qui croient que voilà, tu vas jouer ne serait-ce qu'un match de Champions League, tu n'en as jamais joué, mais tu te retrouves au milieu d'un match de Champions League, et tu dois bien faire. Non, ça ne se fait pas comme ça. Il y a une tension nerveuse qu'il faut maîtriser, au-delà de, bien sûr, si tu es là, c'est parce que tu as des capacités physiques et techniques et mentales, mais il y a cette tension, il y a ce détachement que tu dois avoir, et que tu dois jouer en fin de compte comme si tu étais à l'entraînement, t'enlever cette pression. Et tous ces joueurs-là étaient capables de faire ça. C'était quelque chose de fabuleux. Il n'y a que les grands joueurs, les très grands, qui sont capables de le faire, et ceux qui ont un petit peu de mental qui sont capables de comprendre. Et Fabien Barthez en faisait partie, évidemment. Oui, c'était l'instigateur de tout ça. Tu as une sélection, toi, en équipe de France. Tu as joué lors du tournoi de France un an avant cette Coupe du Monde contre l'Italie. Quel souvenir tu en gardes? Un grand moment, j'imagine, comme cette Coupe du Monde? Oui, bien sûr, parce que moi, en plus, c'était un match, ça faisait une trentaine de fois. J'ai dû être appelé une trentaine de fois en équipe de France, beaucoup de fois remplaçant. Alors, au début de mémoire, c'était Bernard Lama, le numéro 1, parce que je viens en équipe de France lorsque Bruno Martini se blesse, malheureusement. Donc, je deviens numéro 1 à Auxerre. Et donc, très vite, je me retrouve numéro 2 en équipe de France. Et donc, à partir de là, c'était compliqué pour moi de tout le temps venir en sélection, d'être remplaçant. Et là, ce jour-là, je joue contre l'Italie. Donc ma maman est italienne, hein, mon papa est un bon français, d'où le nom de Charbonnier. Ma maman est italienne, mon grand-père, ma grand-mère, tout ça sont du côté maternel, on est tous italiens. Et donc moi j'avais cette consanguinité, je dirais.
Et donc, et ma femme aussi est italienne. Donc, c'était Aussi. vraiment une nation. Je ne m'attendais pas à jouer un jour mon premier match et mon seul match de l'équipe de France contre l'Italie. C'est un bon clin d'œil du destin. Et c'était fabuleux pour moi parce que j'avais, mis à part mon beau-père qui était pour l'Italie, même les Italiens étaient pour la France. Quel souvenir t'en gardes? Du coup, t'as encaissé 2 buts. Bon, il y a eu 2 partout à ce match. D'ailleurs, 2 très beaux buts de l'équipe de France de Zidane et de Djorkaeff. T'as encaissé notamment un penalty de Del Piero à la fin. Bon, t'étais presque dessus, mais il avait très très bien tiré quand même, hein, pleine lucarne presque. Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'il tire sur ma droite, il me semble. Ouais. Et donc, c'était bien tiré. Bon, un penalty, tu sais, tu l'arrêtes pas, Ouais. c'est très compliqué. Et je crois qu'il y avait une tête aussi à bout portant. C'est ça. Voilà, c'était 2 buts, je pense pas. Enfin, non, parce que Oui, je non, vais mais pas m'obstiner là-dessus. Mais en tout cas, c'était. On a vu qu'on avait une grosse maîtrise et que j'ai vu que même en équipe de France, je me suis aperçu que j'étais capable. Tu sais, moi, ma devise, les bons gardiens sont pas ceux qui plongent partout, mais ce sont ceux qui sont capables d'arrêter les buts avec la voix. Je veux dire par là qu'un gardien de but, ça doit placer ses pions par rapport aux attaques adverses, par rapport au positionnement des pions adverses. Et donc là, j'ai vu que j'avais, comme à Auxerre, j'avais comme une télécommande et j'étais parfaitement écouté. Je pouvais les placer, leur dire les choses et ils m'écoutaient. Ils étaient des joueurs. Ma défense était très réceptive. Et donc, c'était de bon augure pour la suite. Et comme j'avais rien à me reprocher durant tout ce temps-là, je savais que j'avais gagné des points quand même pour le futur mondial. on va parler un peu de ta carrière à la JOCR. Tu as quand même passé 11 ans du côté de la JA, sous les ordres de Giroud. Tu es notamment champion de France en 96, le doublé hein, de cette année-là avec la Coupe de France. Une Coupe de France en 94, une demi-finale avec la JOCR en 93 et cette titularisation, justement, tu en parlais tout à l'heure après la blessure de Bruno Martini. S'il fallait retenir une chose de ces 11 ans à la JOCR, qu'est-ce que tu retiendrais? Oh, j'ai fait 15 ans. 15 ans à la 15 ans avec les jeunes. Ouais. Avec Ouais, après j'ai fait à peu près 11 années en pro. professionnel. Le doublé. Je ne sais pas si on peut dissocier parce que ce doublé vient aussi de cette première victoire parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, Auxerre jouait l'Europe souvent mais ne gagnait jamais de titre. D'ailleurs, Michel Platini se moquait de Giroud parce que tout le monde disait Giroud c'est un grand entraîneur et Michel Platini, le grand Platini, disait ouais mais Giroud c'est sûrement un grand entraîneur, il n'a jamais rien gagné, il ne gagnera jamais rien. Et donc tout de suite en 94, lorsque il y a cette première Coupe de France, c'était déjà, on a appris à gagner, on a montré à la France entière que la JOCR était capable de gagner des titres. Bon, on avait un groupe qui était capable de gagner puisque nous avions gagné déjà 2 Gambardella consécutives. Et sur ce groupe-là, on était vraiment des joueurs issus du centre de formation. La Gambardella est très 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 importante dans la formation. Et donc là, ça a été la concrétisation. Et c'est sûrement ce premier titre, mais juste en Coupe de France contre Montpellier, gagné 3-0. Mais sûrement quand même le doublé, c'est fantastique parce qu'à l'époque, il n'y avait pas le PSG, il y avait Lyon qui a fait les doublés derrière. Mais à l'époque, je crois qu'on devait être la seule équipe, enfin on était 3, ça devait être la 3e équipe de l'histoire du football à pouvoir faire un doublé, ce qui était extraordinaire parce qu'il y avait des grands clubs avant nous, mais qui n'arrivaient pas. Il y avait le PSG, il y avait Monaco, il y avait Marseille, il y avait des grands clubs qui n'y arrivaient pas à faire ces doublés. Lyon l'a fait après, on a fait, je ne sais plus, un petit paquet. Hein, oui, en 2010 déjà ils le font. En 2008. Ils ont dû en faire 3-4, je pense. Mais seules les grandes équipes sont capables de réaliser ces choses-là, ce doublé. Et donc, voilà, à l'époque, c'était quelque chose de fabuleux. Et vraiment, on le méritait parce qu'on travaillait depuis longtemps. Et on tournait autour du pot, on n'y arrivait pas. Mais voilà, 96, c'est fabuleux, un doublé fantastique. Tiens, on a une question de Léo sur Facebook qui nous demande est-ce que justement par rapport à Giroud, qui est une légende en tant qu'entraîneur, il est resté très longtemps à la JOCR,
Est-ce que tu aurais une petite anecdote, un petit bonbon sur lui, sur toutes ces années passées à côté de lui, hein, une anecdote assez rigolote, voilà, un bonbon quoi. Alors moi, je vais vous poser une question que vous ne savez sûrement pas, enfin beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire qu'à Auxerre, tu sais, il fait très froid. Oui, C'est quelque chose qui était de notoriété publique. C'est-à-dire que Giroud, on connaissait son bonnet. Quand il faisait froid, il avait le bonnet, bien sûr, légendaire de la J Auxerre. Mais il avait d'autres choses en particulier. Est-ce que ceux qui te regardent le savent? alors moi j'ai ma petite idée, mais non, je vois sur les commentaires, personne ne le sait en tout cas. Non. Bon, alors, il mettait dans les chaussures. Qu'est-ce que tu aurais dit, toi? Bah, alors vu que tu me parles de chaussures maintenant, c'est pas trop ça, non? Non, voilà. Non, et c'est que dans les chaussures, il avait toujours des sacs plastiques pour pas Ah ouais, avoir froid aux pieds. Et donc, il portait toujours des sacs plastiques. c'est pas vrai. Ouais, véridique, véridique. Et c'est quelque chose. Voilà, une anecdote que j'ai jamais donnée. Après, il y en a plein que j'ai donné, mais celle-là, et il mettait des sacs plastiques, même à l'entraînement et tout, pour pas avoir froid, pour avoir les pieds bien étanches, je dirais. Et donc, il avait sur le banc de touche souvent des sacs plastiques et même parfois à l'entraînement. Il mettait ça au-dessus des chaussettes Ah et ouais. voilà, et dans les chaussures. Voilà, les sacs plastiques à Giroud, ça allait avec le bonnet généralement. Mélissa nous demande, il était pas trop dur, Giroud, quand même, parce qu'il était réputé pour être quelqu'un, comme par exemple aller chercher Djibril Cissé en boîte de nuit à Auxerre à l'époque des années 2000. Est-ce qu'il était pas trop dur? Il l'a toujours fait. Non, il était pas. C'était chiant parce que c'est vrai on n'a pas eu de jeunesse, mais en fin de compte, il nous a appris le métier tel qu'il doit être fait et surtout pour durer. Et donc, il nous empêchait surtout de faire des conneries. Alors, les anciens aussi, il y avait Giroud, mais il y avait aussi les anciens du, de l'équipe. Nos mentors, moi j'ai eu Joël Batz qui m'avait briefé dès que je suis arrivé à Auxerre. Il m'a dit: c'est Lionel, on fait les cons, mais on fait jamais les cons 3 jours avant un match. À partir du jeudi, on sort plus, on fait plus de conneries et surtout, on fait pas les cons si on joue tous les 3 jours. Et donc, on savait aussi pertinemment que bon, Giroud, c'était aussi sa devise. Bon, lui, c'était jamais. Oui. Parce qu'on était tout le temps on finissait un match, on était tout de suite dans la préparation d'un autre match. Et donc, il voulait jamais qu'on se lâche, il voulait surtout pas qu'on se montre en discothèque. Et tu le vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux, dès qu'il y a un gamin ou un joueur qui Oui. va en boîte, ça se sait, c'est la polémique. Alors en plus, ces couillons-là, souvent, ils se mettent Sur Facebook, sur sur Insta. Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux, ils s'affichent. Nous, c'était l'antithèse, il fallait pas s'afficher. Et alors, il nous arrivait de faire des conneries, mais c'était vraiment la chasse à la sorcière, quoi. Ouais. Giroud, déjà, on était en relation avec le DJ. Le DJ, on l'appelait, on lui demandait si Giroud était là, il nous disait non. Et donc, on sortait du centre de formation des fois, et puis si toutes les conditions étaient réunies, pas de match, rien du tout, et si on était sûr que Giroud n'était pas là, il y avait la boîte il y avait le Paradisier, ça s'appelait, à côté du centre de formation. Honnêtement, il était à 200 mètres, même pas. Ah ouais, Donc, ça aide pas voilà, ça. on y allait à pied et on disait au DJ: écoute, ce soir, tu nous mets une petite chanson. Si jamais Giroud arrive, parce que dans la discothèque, il fallait descendre, l'entrée était au rez-de-chaussée et ensuite la discothèque c'était comme en sous-sol, et un très grand sous-sol. C'était une belle discothèque, hein, ça contenait, je sais pas, je te dirais 300-400 personnes. Ouais, quand même. Et ouais, attention, on n'est pas que des belous, hein, on est en Bourgogne, et donc à ce moment-là, on disait, ce soir, on descendait, on allait voir le DJ qui, lui, avait une caméra aussi qui était en relation avec le rez-de-chaussée, Ouais. avec les gens du vestiaire, parce que tu rentrais, tu allais tout de suite au vestiaire. Et donc là, les gens du vestiaire voyaient, et dès qu'ils voyaient qu'il y avait Giroud, ils disaient à notre DJ, à Rolly, il s'appelait Rolly, et donc il disait à Rolly: attention, il y a Giroud. Et nous, on était tout le temps sur devant les fauteuils, devant les issues de secours. Et donc, dès qu'il mettait la chanson qu'on avait dit, je sais pas, moi, je vais te dire I Will Survive, on en avait une différente à chaque fois qu'on sortait. Bien sûr. Donc, on disait ce soir, ça va être I Will Survive. Dès qu'il mettait I Will Survive, on basculait derrière
C'est dès qu'il y avait un Survive, ça veut dire que Giroud était arrivé, quoi. Giroud était là, il était en haut, et nous, on dégarpissait à 3000, on se balançait derrière les sièges, on ouvrait la porte d'issue de secours, et on rentrait Fissa pendant qu'il était là, on courait vite. Je peux te dire qu'on a battu les 100 mètres, on courait vite. Mais alors, des fois, il nous faisait des feintes, on ouvrait la porte, il nous mettait la chanson, et le DJ, et donc on basculait, on sortait, et lui disait non, revenez les mecs. C'est pas vrai. Oh là là. Mais non, c'était sympa, et voilà. Et notre devise, c'était pas vu, pas pris, parce que bien sûr, bien évidemment, quand il était là et que nous on dégarpissait, il y avait tout le temps des mouchards qui étaient là pour dire il y avait tes joueurs, ils sont là, nanana, et donc il avait ses indices, il avait tout ça. Ouais. Et nous, on disait pas vu, pas pris, on disait mais non, c'est des gens qui nous aiment pas, et voilà, et puis c'est tout. Donc pas vu, pas pris. Absolument, voilà. Bon le soir, la deuxième devise, c'était bon le soir, bon le matin. Ouais, voilà. C'est souvent le plus important, ça, de toute façon. Oui, non, mais il y avait entraînement tous les jours, pratiquement, sauf le lundi. Donc, on sortait souvent le samedi soir, après le match. Quand on sortait, c'était le samedi soir, c'était pas souvent, mais c'était le samedi soir. Et donc, voilà, c'est des bons souvenirs, quoi. Oui, bien sûr, bien évidemment, mais c'était la chasse, c'était un jeu du chat et de la souris, quoi. C'était comme ça, et c'était magnifique. Et l'année du doublé, je peux te dire qu'on s'est lâché avec Lolo, Blanc, tout ça. On s'est même avec Gérard Depardieu, et on était souvent tous les quatre, au moins tous les trois, avec les deux Gérard Depardieu, Gérard Bourgoin. On allait au Paradisi, on se cachait même pas. Et donc, voilà, on faisait les 400 coups. Bah là, quand tu es champion de France et vainqueur de la Coupe de France, que tu réalises le doublé, même Giroud, il est avec vous, non? Non, le jour même, oui. Le jour même, mais on s'est lâché peut-être 2 ou 3 mois avant où on volait, on marchait sur l'eau. Ouais. Et donc, tout ce qu'on faisait, mais c'est parce qu'il y avait une superbe ambiance dans l'équipe. On était souvent avec nos femmes, ou les copines des joueurs. On était tous ensemble, on sortait, et voilà. Et c'était fabuleux. C'est sûrement l'année où on est le plus sorti, mais tout ne réussissait, quoi. Donc il n'y avait pas on s'en faisait pas. On était sûr de nous, sûr de notre coup. On était sûr qu'on allait battre le PSG, qu'on allait chercher. Bonjour au il y en a. PSG, pour une fois qu'ils sont pas devant nous. Voilà. C'est clair. Donc voilà, on savait qu'on pouvait aller les chercher en 96, et qu'il fallait continuer sur la lancée. Puis on sortait, puis on gagnait, puis on sortait. Donc et à la fin, Giroud nous dit, vous savez les gars, si on a fait ce doublé, c'est parce qu'on a été plus sérieux que les autres, et on s'est regardé avec Laurent Blanc, on s'est dit putain, mais qu'est-ce qu'ils ont dû se mettre les autres. C'est clair. Lionel, merci. Voilà. Une dernière question pour l'actualité, par rapport à l'actualité. Voilà, on est tous à la maison, championnat arrêté. Comment tu vois, toi, cette fin de saison un peu compliquée, non? Oui, bien sûr, ça va être compliqué, mais je pense j'espère, on va reprendre ce championnat. Ça voudra dire qu'on aura déjà gagné cette espèce de bataille. Que je sais pas où, mais, ouais, cette merde incroyable. J'ai l'impression de vivre un cauchemar. Il y a des moments, je me réveille, je me dis mais c'est pas possible. On vit un truc qui est incroyable. Donc ça voudrait dire on sera sorti de ce cauchemar, et que le championnat va reprendre. Je pense que ça se finira. Si tout va bien, on pourrait reprendre. Allez, peut-être début juillet, si tout va bien, et puis finir ça en mi-août, et puis renchaîner tout de suite avec, voilà, il va y avoir des aménagements, il va y avoir tout ça, avec aussi, ça veut dire derrière, il va y avoir des avenants pour les joueurs en fin de contrat qui vont être signés. Il va y avoir plein de choses qui vont se bousculer. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Et puis un mercato plutôt qui va se clore au mois de décembre. Il n'y aura pas de mercato hivernal. Ça sera un mercato, je pense, de août à décembre. Lionel, dernière question. Je vois Clément qui pose une question. Voilà, t'as passé ton brevet d'entraîneur, etc. Est-ce que tu te vois, t'as beaucoup entraîné, même après ta carrière, notamment à Poitiers, où tu as commencé. Est-ce que tu te vois un jour redevenir entraîneur, ou t'es bien dans le milieu des médias?
Écoute, moi je suis très bien actuellement Et avec. pourquoi pas Auxerre, hein, d'ailleurs? C'est une belle famille. Auxerre, j'ai envoyé des CV, ils m'ont jamais répondu. À mon avis, c'est qu'ils n'ont pas besoin de moi. Je sais qu'une fois, on m'a répondu, on m'a dit, écoute, on sort d'une ère Giroud, on veut pas retourner, on veut pas y Ouais. retourner. Je sais ce que je veux. Je sais que lorsque je suis entraîneur, je veux bien mourir, mais mourir avec mes idées, pas avec les idées des dirigeants, ça c'est évident. Ouais. J'ai plus apprécié le métier de sélectionneur que j'ai fait à Tahiti, notamment quand on a fait la Coupe du Monde des moins de 20, et aussi tout ce que j'avais mis en place en tant que, parce que là-bas j'étais plus que sélectionneur, j'étais responsable de toute la politique d'élite et tout ça, et donc ça m'a valu d'être plébiscité à la FIFA pour tout ce que j'avais mis en place, parce qu'on est passé de la, je sais plus, 231e place mondiale, il devait y avoir 233 clubs, Ouais. 233 nations à l'époque, un peu plus maintenant. Et donc on est monté à la, je sais plus, à la 130e, donc on a gagné beaucoup de place avec Tahiti. C'était toute une politique d'élite à mettre en place, ça j'ai adoré, parce qu'il faut faire preuve d'intelligence, tu te creuses les méninges, tu regardes, tu essaies d'adapter le meilleur football et la meilleure politique possible pour que la masse, le football de masse soit meilleur, pour pouvoir produire des bons joueurs en football pour le football d'élite. Ça marche comme ça. Et donc ça m'avait beaucoup plu. Et donc d'ailleurs après, je me suis retrouvé pareil, manager des équipes nationales en Indonésie, parce que j'avais entraîné une équipe en Indonésie dans le championnat indonésien. Et donc, tout de suite par rapport à ça, quand j'ai rencontré le président de la Fédé et tout ça, il m'a demandé de refaire la même chose en Indonésie. Malheureusement, il y a eu un bouleversement et le président s'est fait évincer. Et donc, comme je m'étais engagé avec ce président-là, je n'ai pas voulu continuer avec un autre président. Ouais. C'est un travail d'équipe et je pense qu'il faut être correct. Et moi, quand je m'engage avec les gens, si les gens sont virés, je pars avec eux, c'est normal. Pour Ouais. moi, c'est ma philosophie. Donc pourquoi pas, quoi? Et donc, pourquoi pas une équipe nationale? Pourquoi pas Tahiti? J'ai mon adjoint qui est sélectionneur actuellement, mon ancien adjoint avec Tahiti qui est devenu le sélectionneur, que j'avais ramené d'ailleurs en Indonésie, qui entraîne actuellement l'équipe nationale de Tahiti. Ouais. Mais surtout, pour l'instant, franchement, je me sens bien à RMC. Franchement, j'ai l'impression C'est une que bonne maison. une grande famille. Mm. Et voilà. Et puis, ça change un petit peu. Il faut aussi, je suis obligé de me remettre, encore une fois, de me resituer sur un autre plan. C'est consultant. Bon, je l'avais déjà fait depuis un petit moment. Ouais. Notamment avec Eurosport et tout ça. J'avais commencé avec eux, commencé avec TPS, avec Daniel Riolo d'ailleurs. Ouais, absolument. Et donc après, moi j'étais allé sur Eurosport, qui est aussi ma deuxième famille. J'adore Eurosport. Et donc RMC, où je fais beaucoup plus de radio que de télé, contrairement à Eurosport. Ouais. Bon, c'est comme ça, mais on nous laisse nous exprimer. Il n'y a pas de censure, il n'y a rien du tout. Et ça j'adore. Et pour ça, c'est fabuleux, pour pouvoir dire ce qu'on pense, à partir du moment où, alors bien sûr, on ne plaît pas à tout le monde, Non. mais encore une fois, je ne suis pas là pour plaire. Moi, je suis là pour, quand on me pose une question, donner mon point de vue et argumenter. Alors, après, voilà, des fois ça plaît, des fois ça ne plaît pas, mais encore une fois, je ne suis pas là pour plaire. Moi, je sais que de toute façon, dans la vie, on ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, je suis moi-même, je suis comme je suis. Et les gens me prennent comme je suis, avec la gueule que j'ai, avec mon franc-parler, et c'est tout. Et je suis bien, je suis droit dans mes bottes comme ça, et j'espère que tout le monde derrière son poste peut être comme moi, et vivre le confinement, ce confinement, pour en revenir à l'actualité, le mieux possible, en écoutant RMC, bien évidemment. Et on espère te retrouver, bien évidemment, à la fin de ce confinement, le plus rapidement possible sur RMC. Donc voilà, et on se retrouvera. Je continue le vendredi. Oui, samedi, dimanche. depuis chez toi, c'est ça? Dans l'after depuis chez moi. Voilà, absolument. On espère se retrouver à Paris, du coup, après ce confinement, et on fêtera ça tous ensemble, évidemment, sur RMC. Merci Lionel d'avoir été avec nous sur Facebook. C'est très gentil à toi d'avoir accepté. C'était un plaisir. C'était très gentil. Faudra que tu me dises comment on fait, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs la dernière fois qui ont entendu ma femme, parce qu'on a fait une petite surprise à Daniel Riolo.
qui lui a dit que bon, voilà, on a fait un petit truc sur les pâtes parce que Daniel dit que voilà. J'écoute aussi, t'inquiète. Voilà, donc je sais que ça a plu. Alors peut-être qu'on va faire un truc avec ma femme, je sais pas, sur voilà, une petite cuisine à l'italienne, un machin, on va voir ça, on va en parler avec Daniel aussi. Et voilà, on suivra ça avec attention. Faudra que tu me dises comment on fait là, parce que moi je suis pas un adepte de ça. T'inquiète, j'ai pas mal de petites solutions pour toi, t'inquiète pas. Merci Lionel. Ciao. Merci, bon confinement à tous, faites attention. Ciao Lionel, merci. Et voilà donc